Et yo tout le monde, c'est Rin, bienvenue dans cette nouvelle react au One Piece d'un épisode, le 1168. Dans l'épisode précédent, Luffy, Zoro et Nami, accompagnés de Lord, sont allés explorer le château du défunt roi d'Elbaf, le roi Harald. Il était un géant antique. On nous montre un portrait de ce dernier avec des cicatrices sur le crâne, signe de l'arrachement de ses cornes. Au même moment, dans le royaume des morts, Loki subit les assauts incessants de Gunko. Elle s'arrête sur ordre de son acolyte qui n'est pas Shanks, mais Shamrock Garling, capitaine des Chevaliers Divins, fils de Saint Garling. Et du coup, j'espère qu'on en saura plus sur le lien qu'unit Shamrock à peut-être Shanks et la place qu'a Shamrock dans cet univers. C'est parti pour la réaction. Putain, il perd beaucoup de sang. À Shanks évidemment. Est-ce qu'il va répondre à cette question? S'il te plaît, réponds. Donne-nous des informations. Mais d'ailleurs, comment il peut voir qu'il ressemble à Shanks alors qu'il a des bandages sur les yeux? Peut-être qu'il partage la même aura, je sais pas. Non, là, il parle vraiment des visages. Frère jumeau. Évidemment, évidemment. Ils se ressemblent tellement, ça pouvait être que ça. Attends, quoi? Il avait préféré... Attends. Il était déjà venu dans le monde des dragons célestes, mais il les a quittés parce qu'il aimait pas cet univers. Ok. Putain, frère jumeau, ok. Bon, on va discuter à la fin de l'épisode. Loki pense avoir le niveau. Ouais, ça c'est la confiance extrême de ce genre de personnages. Ils vont regretter parce que du coup, bah, il va revenir en force et il va se faire avoir à son propre jeu. Attends, il invoque à Cerbère à travers son épée. Comment c'est possible ça? C'est quoi ce genre de pouvoir? En tout cas, c'est marrant que un dragon céleste, qui est censé genre être quand même à l'opposé de l'enfer, invoque une bête qui provient des enfers. Ah, il a une lame dans chaque gueule. Ah ouais, c'est... Elle a formé un avion avec son bandage. Et elle a mis une direction à son avion de bandage pour qu'il puisse voler. Ok. Quoi? Ah ouais, donc le Cerbère, elle attaque juste avec ses têtes, en se séparant de son corps. N'importe quoi.
Il est étrange son pouvoir. Hein. 生きていられたらいつでも殺しに来い。 En tout cas, son frère, il paraît plus calme. Genre vraiment plus sérieux. C'est pas quelqu'un qui délire comme Shanks. Genre, il a trop été élevé trop carré, quoi. C'est n'importe quoi, des têtes volantes avec des lames qui attaquent directement le destinataire sans son corps. Attends, comment il va faire Loki? Ah putain, il se le prend en plus. Ah ouais, et comment il va survivre? 作戦を変えると言ったの？巨人族の戦士どもの子供たちを抑える。もう一人呼べ。 L'autre chevalier. Putain, il y en aura encore d'autres. Enfin, il y en aura encore un autre. 嘘つけ！シャンクスが意味なくお前らをぶっ飛ばすか！いや、本当だ。あれは確かに赤髪だった。赤髪はエルバフを何度も訪れてる。見間違うはずね。あ、そうか。きっとあれだ。そいつはシャンクスに憧れてるやつの変装だ。確かにシャンクスはかっけえからな。変装？だいぶ似てたのか？おう。だがよルフィ、赤髪はエルバフに最近来てたんだろ。まだいてもおかしくねえ。でもお前らの話が本当ならそれはシャンクスじゃねえ。 C'est fou à quel point il a foi en Shanks, et il a raison du coup. 威張らなくて筋の通らねえことは絶対しねえんだ。すごい信頼。鳥めえだよ。おめえだってナミ、森メールを悪く言われたら腹立つだろう。 Morimer, n'importe quoi. とにかくお前らが見たのはシャンクスじゃねえ。それじゃあウリ二つの人間か、または兄弟ってことで。シャンクスの兄弟か。いてもいいやつだろうけど。 Ah ouais? でも Pourquoi il a cette suspicion? 聞いたことねえな。家族の話。Ok. 小さい頃から海賊船に乗ってたらしいし、ロジャーやレイリーたちが家族だったんじゃねえかな。ロジャー海賊団が。あ、バギー以外の。 Pourquoi on nous fait une fixette sur ce mystérieux personnage en parlant de l'équipage de Roger et de Shanks? おお、あっちもこっちも全部アダム。あん時は一部手に入れんのに2億もかかったってのに。気性もなんもあったもんじゃねえな。Il peut construire autant de navires à base de bois d'Adam ici. いや、おめえは止める
ってんだよ。神聖な木だで切り出したりするなよ。Il imite bien. Ça fait bizarre de voir Flanky avec des cheveux aussi longs. ね、あれを見て。なんだありゃ。壁画だよ。壁さあ、大昔の子供の落書きが石化した樹皮に刻まれてる。歴史的価値があるから国の文化遺産なの。あの落書きがもっと近くで見てみて。これは推定900年前から800年前に描かれた絵だと言われている。それが正しければちょうど空白の100年に当たる。Intéressant ça. Il faut que Robin voit ça. 空白の100年。じゃあロビンに見せて。Oh il dit exactement ce que j'ai dit. C'est rare qu'on voit des choses qui se situent dans le siècle oublié. Là, je crois que c'est la première chose qu'on voit qui provient de celle-ci. Et peut-être avec MS, le robot antique. ええ、あたしらの知る歴史じゃ種族間に戦争はあっても交流なんてなかったはずだから、なおさらこれは Allez, montrez-nous cette fresque. なのかもね。 Mais putain, on veut pas nous montrer. Ah. Voici un vrai morse. みんな元気で結構結構。 Ah voilà le directeur, forcément. Kiba, comme le chien dans Naruto. Enfin le personnage canidé. ああ、確かこの辺に。ああ、あったで。すまんすまん、古いもんだで。これがハーレー。でけえ古い。この原文をもとにエルバフではいろんな神話や物語が作られた。その解釈はバラバラでよ。んだでエルバフの戦士たちが信じる太陽の神はみんな性格が違うんだで。ある者は支配の神と呼び、またある者は解放の神、破壊の神と呼ぶ者もおるんだで。いい気分だ。よし、入るで。やるか、いつもの。よし、来た。いいぞ、見せてやれ。どうだロビン、面白かろう。ええ、とても興味深いわ。俺全然読めねえ。なんて書いてあるんだ、ロビン。読んでもいい？もちろんだで。物語は3章あって、3つ目の世界はこの現世と言われとる。すなわちこれから起きることだで。中でもニカの伝承は実は世界中にひっそり Attends, c'est un livre prédictif? 共通しとることはこんなリズムで大笑いして登場すること。ダンダッダッダダンダッ Ah ouais, exactement comme Kuma et Bonnie nous l'avaient montré. Putain, ça aurait été bien que Bonnie soit là pour être témoin de ce passage. Ah, ils le font aussi durant le banquet.
Ouais, tout est lié à Nika, le dieu du soleil. 読むわよ。第一世界。 Ça va être intéressant là. 地に炎あり。人は欲望に負け、禁断の太陽に触れた。霊人は願い、太陽の神は現れた。地の神は怒り、豪縁の蛇と共に世界を死と闇で包んだ。彼らはもう会えないのだ。第二世界。虚無に息吹あり、森の神は魔を使わせた。太陽は戦火を広げるばかりだ。半月の人は夢を見た。月の人は夢を見た。人は太陽を殺し、神となり、海の神は荒ぶった。彼らはもう会えないのだ。第三世界。混沌に空白あり、不都合な残影は約束の日を思い出し、片割れ月の声を聞く。太陽の神は踊り、笑い、世界を終末へと導く。太陽は回帰し、新しい朝が来る。彼らはきっと会えるだろう。 Ah, on voit la fresque. Oh, magnifique. Oh, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Et voilà que se conclut l'épisode 1168 de One Piece. Bon, ça y est, on a enfin des réponses sur l'identité de ce personnage. Shamrock, qui est le fils de Figarland, est le frère jumeau de Shanks. La question n'est pas vraiment de savoir qui est l'aîné entre les deux, entre Shanks et Shamrock. Mais en tout cas, comme on avait pu le voir lors du film Red, je crois que c'était... Oui, forcément c'était Red, vu que Red est associé à la couleur de Shanks, et c'est là où on le voit un peu plus en mise en œuvre. Mais on avait appris dans cette histoire que Shanks était un Figarland. Donc le film nous a un petit peu spoilé la place qu'il occupe dans l'univers de One Piece. Donc on a su déjà qu'il était plus ou moins un dragon céleste. Et maintenant on a la preuve dans l'anime que Shanks est né dragon céleste. Son père est un dragon céleste, son frère est un dragon céleste. Mais comme Shanks a été recueilli par Roger, c'est devenu un pirate. Il est dragon céleste à l'origine, mais il a grandi en tant que pirate, en tant que, entre guillemets, fils de Roger. Et lui, il n'a pas eu cette éducation à la dragon céleste. Lui, il a eu cette éducation de grandir à la dure et de voir un peu la misère du monde, le fait d'avoir des valeurs, le fait d'avoir des principes, qui est du coup, comme l'a dit Loki, aux antipodes de Shamrock, qui est un dragon céleste. Et du coup, le personnage qu'on a vu dans le passé, Figarland, dès qu'on le voit là, qui a remplacé l'un des doyens, c'est son père. Donc celui qui a la coupe en forme de croissant de lune. Donc voilà, et ce qui me surprend le plus là, c'est que Shamrock dit que Shanks, il est brièvement revenu en Terre Sainte. Donc ça veut dire que Shanks sait que c'est un dragon céleste. Je pense pas qu'il le sait depuis son enfance, mais il a dû l'apprendre par Roger, ou par Riley, ou Copper Gammon, ou d'autres personnes de son équipage qui sont plus âgés que lui, et qui étaient là lorsqu'ils l'ont recueilli. Et du coup, j'imagine que Shanks voulait connaître un peu ses racines et retourner chez lui, à son origine. Et comme le dit ici son frère jumeau, il a préféré le crasseux monde d'en bas. C'est-à-dire que Shanks, on sait à quel point il est gentil, à quel point il a des valeurs. En revenant chez lui, il a vu que c'était complètement un monde différent, que les gens ils traitaient les autres comme de la merde et que eux ils se sentaient supérieurs comme des dieux, ce qui n'est pas du tout le mindset de Shanks. Il y a fait un tour, je sais pas ce qui s'est réellement passé,
mais en tout cas, il est revenu parmi nous, la plèbe. Il est revenu sur la mer en tant que pirate, comme il a grandi tel quel. Après, je me demande comment est-ce que ça se situe le fait qu'il soit revenu à Marie-Joie, en Terre Sainte. Est-ce qu'il était déjà Captain Pirate à ce moment-là, ou il est revenu, ou c'est au moment où il est revenu sur la mer que là il a commencé à former son équipage. J'espère qu'on en saura plus là-dessus. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'en savoir un peu plus sur Shanks et de ses origines et comment est-ce qu'il va appréhender tout ça. Ensuite, on en revient sur cette silhouette. Et là, j'imagine qu'on a des indices sur qui est l'identité de ce personnage. Parce que la façon dont c'est mis en scène, c'est jamais anodin. Et là, lorsque Luffy parle du lien avec Shanks et sa famille, que seraient du coup Roger et Riley, les deux personnes qui ont le plus d'influence dans l'équipage, vu que c'est le capitaine et le vice-capitaine. Mais il faut pas oublier que d'ailleurs, par le passé, lorsqu'on a eu le flashback de Roger, on a vu aussi que Riley était aussi en compétition avec une sorte de rival à la Zoro et Sanji, qui est Scopper Gaman. Donc Scopper Gaman, comme son nom l'indique, représenterait le bronze, là où Silver Riley représente l'argent et Gold Roger l'or. Donc on a un peu le trio. Et si ce n'est pas lui, je pense que ça pourrait être un autre membre de l'équipage dont on n'a pas énormément parlé, mais dont on a déjà vu, je pense, à travers des images, des flashbacks, etc. Mais ça a l'air d'être de quelqu'un de très très vieux. Donc du même âge que Riley, Crocus, etc. Et j'ai hâte qu'on en sache plus dessus, vu que du coup il semble être sur Elbaf. Et voilà, on sait pas plus. Et ensuite, voici ce que je pense être le moment le plus important de l'épisode, en tout cas qui montre le plus de choses, qui raconte le plus de choses sur l'univers de One Piece. Il y a aussi beaucoup de mystères qui entourent cette fresque. Donc, c'est une fresque qui se trouve à Elbaf, et lors d'une discussion entre Franky et Ripley, elle dit que ce sont des graffitis faits par des enfants durant le siècle oublié. Donc, c'est une fresque qui a énormément de valeur, évidemment, comme ça se situe durant le siècle oublié, donc ça doit raconter quelque chose. Par contre, elle dit que ce sont des enfants qui ont fait ces graffitis-là. On parle d'une fresque qui est devenue un patrimoine, une sorte de monument historique pour Elbaf. J'ai du mal à voir des enfants grabouiller ce genre de fresque qui m'a l'air quand même assez artistique et rempli de détails importants, et surtout du coup cette phrase qui s'appelle le Halley est racontée dans un bouquin qui a l'air d'être un bouquin prédictif, racontant l'histoire de 3 mondes représentant 3 chapitres où nous on se situerait dans le 3e monde. Alors on va peut-être reprendre ligne par ligne ce qui a été dit pour chacun des mondes. Donc on est sur le premier monde. Les flammes embrasèrent la terre. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent le soleil défendu. Alors déjà, à ce niveau-là, les flammes embrasèrent la terre. Ça représente un peu comme le début d'un monde où il n'y avait rien, où le monde était un désert aride qui était rempli de flammes. Et ensuite, les hommes succombèrent à leurs désirs, ça c'est propre à l'homme. On cherche tous à convoiter nos désirs. Et ensuite, dit les esclaves prièrent et les dieux du soleil apparurent. Ok, donc peut-être dans un monde cataclysmique, c'est là où les hommes ont besoin de croire en quelque chose, d'avoir foi en quelque chose pour leur permettre de continuer à vivre, d'avoir des objectifs. Et là, du coup, ils croyaient, comme on nous l'a expliqué durant les derniers arcs, que ils croient en Dieu du soleil, qui est le guerrier de la libération. Et en tant qu'esclave, t'as juste envie d'être libre. Et du coup, ils se disent que ce guerrier de la libération va arriver pour les sauver. Il dit que le dieu de la terre devient furieux et de son serpent enflammé plongea le monde dans les ténèbres et la mort. Jamais ils ne se reverront. Donc ce qui pourrait être important dans ces épisodes, c'est que le livre mentionne le dieu du soleil, le dieu de la terre, le dieu de la forêt, et il y a un 4e dieu, je sais plus quel est ce dieu, mais en tout cas ce sont les divinités qui ont été
implémenté déjà à l'arc Skypiea quand on devait choisir 4 routes à travers le soleil, la forêt, la terre, etc. Après, à l'heure actuelle, on connaît juste le dieu du soleil qui est peut-être Luffy, mais le dieu de la forêt et le dieu de la terre, on ne les connaît pas. Et là, elle dit que le dieu de la terre va sortir son serpent pour faire des dégâts, quoi. Enfin, du coup, moi, ce que je pense, c'est que Imu, il pourrait être un des dieux manquants. Voilà. Jean Salo. Ensuite, le deuxième monde. Un souffle de vie dans le néant. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Vous voyez ce que je dis là? Le dieu de la forêt envoya ses démons. On parle de démons. Qu'est-ce qui pourrait représenter le plus ce dieu? Pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi les démons sont associés à la forêt? Enfin bref, en tout cas, comme je disais juste avant, Imu pourrait être un des dieux. Et les doyens, c'était un peu comme des démons. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle de Imu en tant que dieu de la forêt. Et d'ailleurs, quand on nous présentait Imu en Terre Sainte, on voyait plein de plantes. On voyait Imu dans une sorte de pièce qui ressemblait à une sorte de jardin. Et ça fait un peu penser à la forêt, quoi. Même si c'est pas des arbres, mais voilà, c'est des plantes. Du coup, ouais, le néant, ça peut être le bas monde, donc là où vivent les humains. Et c'est représenté par un souffle de vie, genre comme si c'était des vies insignifiantes. Et du coup, le dieu de la forêt envoyait ses démons, donc Imu envoie ses démons pour annihiler tous ces humains. Le soleil ne fit qu'amplifier les ravages de la guerre, donc certainement Luffy, qui comme combat le gouvernement mondial, ça ravive la guerre, vu que le gouvernement mondial ne veut pas se laisser faire. Le peuple de la demi-lune Reva. Je sais pas qui ça pourrait concerner. Le peuple de la demi-lune. Et le peuple de la lune, Reva également. Toujours aucune idée, mis à part le fait que Enel avait débarré le noix pour aller sur la lune. Peut-être que c'est le peuple de la lune, je sais pas. D'ailleurs, en plus, on avait vu dans les pages de chapitres ou les SBS que Enel était arrivé sur la lune et il y avait une sorte d'habitants dans la lune que Enel a rencontré. Donc ce sont peut-être eux les peuples de la lune. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des divinités. Ouais, ok. Je sais pas quoi dire. Provoquant le courroux du dieu de la mer. Ok, donc le dieu de la mer, c'est le dernier dieu dont on ne sait toujours pas à qui ça pourrait être associé. Et là, on a le troisième monde. Donc comme a dit Solo, c'est apparemment un autre monde, le monde actuel. Un vide dans le chaos. Les vestiges inopportuns se rappellent le jour promis. Ah ouais, du coup les vestiges inopportuns, c'est en gros, je pense, le siècle oublié. On se rappelle le jour promis. Donc il y a quelque chose qui s'est passé durant le siècle oublié. Et donc il y a peut-être encore des gens qui essayent de faire prospérer ça pour réaliser ce qui se sont promis ce jour-là. Notamment, je pense, tous les porteurs du dit. Et tendre l'oreille vers le croissant de lune. Je sais pas ce que ça veut dire. Le dieu du soleil dans série, en guidant le monde à son épilogue. Donc là on voit Nika, qui est représenté par Luffy. Le soleil revenu, donc Luffy qui est revenu en mode Gear 5, le monde connaîtra une nouvelle aube. Et ça, on ne fait que de nous le dire que les personnages actuels veulent être témoins d'une nouvelle aube, d'une nouvelle ère. Donc l'ère que Luffy va leader, il sera le représentant principal de cette nouvelle ère. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est une fresque prédictive qui a été dessinée il y a 800-900 ans, durant le siècle oublié, qui prédit, j'imagine, peut-être exactement ce qui va arriver au sein de ce monde. Et c'est peut-être de gros indices sur ce qui va se passer avant la fin de One Piece. Donc on peut voir ici, au niveau de Nika, le dieu du soleil, le guerrier de la libération. Peut-être même Joy Boy, qui est représenté ici par Luffy, avec un bouclier et une épée, qui s'attaque à une sorte de démon géant tenant une flamme. Une flamme ou le soleil? Ça m'étonnerait qu'il tient le soleil. D'ailleurs, le soleil, je pense pas qu'il serait représenté comme ça, vu que c'est représenté normalement par Luffy. Mais ouais, on pourrait penser que c'est peut-être Imu. Imu, du coup, le grand gourou du gouvernement mondial, et donc grand ennemi des pirates et grand ennemi des gens qui prônent la liberté, donc de Luffy. Et ça, je pense que ça pourrait être le Mother Flame. Le Mother Flame, du coup, qui est une création du Dr Vegapunk. Et comme Imu détient cette arme qui permet d'éradiquer une île entière, je tiens à le rappeler, comme Lulutia, les autres personnages qu'on voit autour de Nika,
ben, par exemple ici, ça pourrait être Emmet, le géant antique qu'on a vu à Egghead. Il ressemble pas mal. Là, ben, on voit un personnage qui est beaucoup plus grand que tous les autres, qui pourrait être la tribu des géants. Juste ici, on voit un tout petit être qui, je pense, pourrait être les Minx. Non, non, pas les Minx, je suis con, les Tontata. Les Tontata, les nains. On a vu à Dressrosa. Ici, bah, la sirène, hein, je pense que ça peut être Shirahoshi. Ou en tout cas les hommes poissons. Ici, bah, on a une sorte d'animal. Donc, qui sont, j'imagine, les Minx. Après, ça, je sais pas ce que ça pourrait être. Bah, c'est peut-être un géant aussi, non? Peut-être le géant dont je parlais avant, c'était peut-être plutôt les géants style Oz ou Loki. Genre vraiment les grands géants, quoi. Et là, ce sont les autres géants style Dolly Bloggy. Je sais pas. Après, là, on voit un poisson, donc je pense peut-être les monstres marins, je sais pas. Ici... Je sais pas. Mais là, je pense qu'on a les samouraïs de Wano, avec leur katana. Après ça, je sais pas ce que ça pourrait être. Ici, on a une baleine, donc sûrement peut-être les hommes poissons. Encore du royaume Ryugu, je sais pas. Ici, je pense que c'est un Lunaria, avec les ailes. Et ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ici, on a encore... bah, je sais pas, on a encore des Minx. Enfin, franchement, je sais pas du tout. Et au milieu de ça, on a l'arbre d'Adam. Donc on a une toute première moitié qui semblerait être une guerre contre une entité qui pourrait être Imu. Et de l'autre côté, bah, qu'est-ce que ça pourrait être? Là, je sais pas, on dirait une sorte d'usine. On voit les fumées là, comme on a pu voir peut-être à Wano. Donc peut-être l'usine de Smile, le SAD. Et on voit plein de personnes autour avec une sorte d'échelle, de hiérarchie, je pense. Et là, ils tiennent tous des trucs à la main. Donc on dirait qu'ils travaillent à la chaîne. Et là, ben, on voit deux grands monstres qui s'affrontent en se crachant des flammes. Et bon, tout en bas, on voit du coup les flammes qui embrasèrent la terre, comme on nous a dit dans le premier monde. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Hein. Je pense que sur ce genre de fresque, on peut vraiment y passer toute une nuit à décortiquer la moindre indice. Mais je compte pas non plus faire une vidéo de 3000 heures, donc je pense que je vais m'arrêter là sur l'analyse. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que j'ai manqué, ou peut-être même si je me suis trompé sur quoi que ce soit, on peut en débattre dans les commentaires, y a pas de problème. Mais franchement, épisode très intéressant, les gars. Franchement, ce serait cool de continuer à avoir des épisodes comme ça, et d'avoir énormément d'informations sur le monde de One Piece. Et voilà les gars, c'était tout pour la vidéo réaction d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!